Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous présente le top 3 des nouveautés audibles pour cette fin d'année. Ça reste un choix personnel bien évidemment. Le but de cette vidéo c'est d'inciter les gens à se remettre à la lecture, vu la quantité d'infos et de vocabulaire enrichissant que contiennent les livres, que ça soit audible ou inaudible. Vous trouverez tous les liens dans la description, et si vous voulez un format particulier n'hésitez pas à le demander en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage à tous. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers d'autres personnes qui ont déjà accédé à la véritable liberté financière à l'aide du livre audio « L'argent, l'art de le maîtriser ». 7 étapes simples pour accéder à la liberté financière, d'Anthony Robbins. Grâce à des recherches exhaustives et à des entrevues sans précédent avec 50 des plus brillants esprits financiers du monde, Tony Robbins a découvert les 7 étapes simples qui vous permettront de prendre les rênes de votre avenir financier. Après avoir écouté ce livre audio, vous aurez appris quels sont les secrets les mieux gardés dans la communauté financière, comment élaborer un plan qui vous assurera un revenu viager, un flux de revenus qui pourra constituer les fondements d'une véritable tranquillité d'esprit. Y a-t-il des façons créatives de prévenir ou de limiter considérablement les pertes et d'accroître vos gains? Que savent les individus les plus riches du monde que vous ne savez pas? Et beaucoup plus encore. Voulez-vous faire la connaissance des grands maîtres, 12 des plus pittoresques et brillants esprits du monde financier, et jeter un coup d'œil à leur portefeuille? Apprenez les stratégies des milliardaires avec l'argent, l'art de le maîtriser. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Lao Tse. Dites-moi, vous est-il arrivé de vivre cette expérience, ce moment absolument humiliant, lorsque vous jouez à un jeu vidéo avec un enfant? Qui gagne toujours? L'enfant, bien sûr. Mais comment y parvient-il? Est-il plus intelligent, plus rapide, plus fort? Voici comment cela fonctionne. Vous êtes en visite chez votre nièce ou votre neveu et l'enfant vous invite. « Viens jouer avec moi, oncle Tony !» Vous protestez immédiatement. « Non, non, je ne connais pas ce jeu. Vas-y, toi, joue. » Et il répond « Allons, c'est facile, laisse-moi te montrer. » Et il se met à tirer sur des méchants dès qu'ils apparaissent sur l'écran. Vous résistez encore et il se met à vous supplier. « Viens, viens, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît !» Vous adorez cet enfant et vous cédez. Et il prononce alors ces simples mots qui vous font comprendre que vous avez été piégé. « C'est toi qui commences. » Vous décidez donc de vous lancer. Vous allez montrer une chose ou deux à ce gamin. Et qu'arrive-t-il? Bang, bang, bang! En 3,4 secondes, vous êtes mort. Vous avez reçu une balle dans la tête, flingué. Et puis l'enfant s'empare du pistolet, et c'est soudain la pétarade. Bang, 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 bang! Les méchants tombent du ciel et surgissent de tous les coins de l'écran à une vitesse folle. L'enfant prévoit chacun de leurs mouvements et les abat. Et 3 quarts d'heure plus tard, c'est à nouveau votre tour de jouer. Maintenant, vous êtes énervé et encore plus vigilant. Cette fois, vous vivez pendant 5 longues secondes. Et l'enfant joue encore pendant 45 minutes. Vous connaissez la chanson. Donc, pourquoi les enfants gagnent-ils toujours? Ont-ils de meilleurs réflexes? Sont-ils plus rapides? Non, c'est parce qu'ils ont déjà joué à ce jeu. Tellement bu, jusqu'au plus profond de ses nappes phréatiques, qu'il ne pouvait plus en absorber davantage. Malgré l'inutile foulard plaqué sur le nez et la bouche,
L'odeur pestilentielle des vapeurs d'hydrocarbures se logeait jusque dans la moindre alvéole des poumons. Une odeur, presque un goût sur la langue et le palais, comme si l'on avait léché le sol d'une station essence. Des deux côtés de la route, d'immenses flammes sortaient de terre et s'élevaient dans le ciel, entourées de fumée noire, compacte, presque palpable. L'extraction du pétrole provoquait des échappements de gaz que l'on brûlait ici en grandes torches, bien que la méthode fût depuis longtemps interdite, et Solal devait retenir sa respiration pour ne pas suffoquer. 10 minutes avant destination, cracha la radio. Ce délai passé, la colonne de véhicules freina à l'entrée du village de Goï, et il fallut attendre un instant pour que la poussière, en arabesque lourde, se dépose et cesse de dissimuler l'endroit. Là, comme sur le quai d'une gare invisible perdue en pleine brousse, sous un large toit de tôle perforé de toutes parts, s'étaient groupées près de 300 personnes, femmes, hommes et enfants, avec à leurs pieds leur vie en quelques valises, sacs de toile ou sacs poubelles. Devant eux se trouvaient les 4 missionnaires d'Amnesty International, dont l'expatriée française qui avait obligé Solal à faire ce trajet, à contre-cœur. Il mit un pied à terre, déjà de mauvaise humeur. « Merci, capitaine, d'être venu jusque-là, » l'accueillit-elle en t-shirt transpirant. « Commandant, pas capitaine. Et on ne dit pas merci à quelqu'un à qui on a forcé la main. » D'un geste de Solal, la trentaine de policiers nigérians, vestes et pantalons noirs, bérets verts, lunettes de soleil et kalachnikov en bandoulière, sautèrent des camions. Abaye, le superintendant de la NPMF qui les commandait, fut le dernier à descendre. Il resta en retrait et s'alluma tranquillement une cigarette malgré la chaleur et l'odeur insoutenable, indiquant à Solal, s'il ne l'avait pas déjà compris, qu'il n'en ferait pas plus que ça. Lui aussi avait été forcé d'accepter cette mission. Dans l'ordre des obligations, le ministère des Affaires étrangères avait chargé Solal du babysitting et du rapatriement de la jeune humanitaire française, et le directeur de la police d'Abuja avait chargé le superintendant Abaye de la sécurité du commandant français. « Je pensais que le village de Goï avait été évacué après la marée noire, » observa Solal. « Alors ils font quoi encore ici ?» La missionnaire d'Amnesty garda son sourire, malgré l'agacement visible de son interlocuteur. Souffrance, souffrance. Celle qui irradiait dans son corps ensanglanté n'était rien, même si sa vie s'écoulait de la plaie hideuse barrant son abdomen. Celle de la trahison était accessoire. Qu'avait-elle imaginé? Que les monstres pouvaient s'amender? Celle du rapt était insoutenable. Peu importait qu'elle soit moribonde, peu importait que celui qui avait frappé l'ait d'abord tenue dans ses bras, ait un jour caressé le corps qu'il avait aujourd'hui transpercé. Peu importait tout ce qui n'était pas l'effroyable réalité. On avait enlevé son fils. Elle hurla son nom, essaya de hurler son nom. Son murmure s'étouffa dans l'écume rouge qui jaillit de sa bouche. Elle gémit, voulut porter la main à son visage, renonça. Visage trop loin, main trop lourde. La lame était entrée au niveau de l'aine, puis une poigne de fer l'avait remontée en biais jusqu'à ses côtes, avant de lui imprimer une rotation maîtrisée au millimètre. Un coup parfait. Elle mettrait des heures à mourir. Le nom du monde était souffrance. On avait enlevé son fils. Elle haïssait sa faiblesse, son sang qui s'écoulait, sa vie qui s'enfuyait, la mort qui, en se déployant, lui interdisait de voler à son secours. Elle se haïssait d'avoir échoué à le protéger. Elle se haïssait de n'avoir pas frappé la première, d'avoir cru une seconde que... Elle poussa un grognement, agrippa le tronc de l'arbre, mépriser douleur et agonie, se lever, marcher jusqu'à l'écurie, prendre une selle, là... Sa tête bascula sur sa poitrine. Le nom du monde était souffrance et désespoir. Chapitre 2. Destan s'était endormi. Elana remonta le drap qu'il avait repoussé durant sa dernière bataille contre le sommeil, puis se pencha pour déposer un baiser léger sur son front.
Elle frémit au contact de sa peau si douce, frémit en humant l'odeur sucrée de son corps chaud, frémit en ne le sentant pas frémir, plongé qu'il était déjà dans d'inaccessibles rêves de lumière. Elle frémit en réalisant que sa vie ne lui appartenait plus, frémit en réalisant qu'elle avait déjà réalisé cela, plus de 1000 fois, toujours avec le même bonheur, en 4 mois. Ignorant que la clarté qui vivait en elle aurait suffi à illuminer la nuit, le soleil matinal glissa un rayon indiscret entre les volets mi-clos. Prudent, il se garda toutefois d'atteindre le berceau et se contenta de jouer avec les fées impalpables virevoltant devant la fenêtre avant de déposer une brume dorée sur le plancher de la chambre.